vais aborder comme thème, en fait, c'est tout d'abord vous parler du paradoxe du numérique et de la fracture numérique. Je ferai le focus sur l'innovation au service de la réduction de la fracture. Ça, c'est un peu du coup, le lien avec le sujet de ce soir et avec un focus IA. On parlera un peu des chatbots et je parlerai aussi d'autres petites technologies. Et j'essaierai de vous donner un exemple, des exemples d'innovation en région, mais aussi les actions régionales qui aident les entreprises à développer des solutions pour réduire cette fracture. Alors, je ferai un parallèle avec les actions publiques. En aucun cas, ma présentation sera exhaustive. Et de la même façon, à la fin, vous verrez, j'ai fait le focus sur un certain nombre de structures qui ont déjà été citées, mais voilà, c'est pour des raisons, la liste n'est pas exhaustive, bien entendu. Alors, le paradoxe numérique, en fait, tout simplement, depuis la génération Internet, on l'a dit, c'était les années 90, 95, en fait, le numérique a toujours été incapable de réduire, en fait, la fracture numérique à son propre sein. C'est-à-dire que plus on a développé d'innovation dans le numérique, plus on a créé en fait une fracture avec certaines populations, la plupart du temps les plus démunies, ce qu'on a appelé à une époque les infopauvres. Vous avez une citation de 2006, et dans tous les cas, ça a toujours entretenu une sorte de fracture du coup sociale et même économique si on regarde les entreprises et pour certaines. Alors la question de ce soir, c'est est-ce que l'innovation technologique, et notamment l'IA, apporte des solutions à cette réduction de cette fracture. Alors, j'ai fait un premier point sur ce qui existait avant l'apparence de ChatGPT. Alors, ChatGPT est une des IA, d'accord, il y a une multitude d'IA. C'est la plus connue parce que c'est celle qui a été la plus démocratisée. Mais du coup, vous voyez sur cette slide qu'il y avait déjà un certain nombre d'actions qui visaient à réduire en fait la fracture numérique. Alors, d'abord les réseaux. On arrive, ça a été dit tout à l'heure. Il y a eu des initiatives, je crois en 98, vous avez dit, sur l'école en termes de réseau, fibre ou au début à l'époque, voire bas débit même. Voilà, donc on arrive un peu au bout de cette approche-là, vu qu'aujourd'hui, quasiment dans tous les foyers, il y aura la fibre, hormis quelques zones blanches, mais qui pourront être couvertes par des technologies satellitaires ou autres. Donc ça, c'était la première action en fait phare qui a été pour réduire cette fracture, c'est déjà de donner l'accès au réseau à tout le monde. Ensuite, très vite s'est posé des questions dans les années 2000 sur l'accès pour des profils de citoyens à ces technologies. Donc on a très vite inventé des claviers braille, on a très vite inventé la synthèse vocale, on a très vite inventé tout ce qui était logiciel de reconnaissance, tout ça pour aider certaines parties de nos concitoyens à accéder à ce numérique. Est venue, et ça a été dit d'ailleurs par l'intervention précédente, la notion d'apprentissage. C'est-à-dire qu'accompagner le numérique dans les foyers et les citoyens, et même les entreprises, c'est vrai aussi pour les entreprises, l'idée a été très vite de mettre de l'apprentissage en ligne, on l'a vu avec les démarches régionales et de la ville. Mais du coup, voilà, des ressources éducatives qui ont été très vite mises à disposition, payantes ou gratuites en fonction des cas, et notamment au niveau des établissements d'enseignement. On a vu apparaître les réseaux sociaux, en fait toute la logique de communauté où on a très vite échangé des pratiques. Là aussi, ça visait à réduire en fait la fracture, c'est-à-dire comment on aide son concitoyen à accéder aux services de la ville, à accéder à tel service. Ça, c'est le tout début en fait, de Internet. Et une autre tendance d'innovation qui a été très forte à une période, c'est l'open source. En fait, les logiciels qui étaient avec des codes ouverts, c'est-à-dire accessibles, modifiables, mais surtout des applications gratuites, qui ont permis à un certain nombre d'entre nous d'accéder à des logiciels qu'on n'aurait pas pu se payer sur le moment. Alors, côté public, en fait, on retrouve la formation. Il y a eu toute une logique de centres communautaires. Alors, les Fab Labs, ils ont été cités tout à l'heure. Des centres en fait, communautaires qui fournissaient déjà d'une part un accès gratuit à Internet pour réduire cette fracture et aussi accès à des ordinateurs, parce que l'ordinateur restait quand même un outil assez onéreux dans les années 90-2000. La promotion, bien sûr, il y a eu la communication.
Il y a eu du coup des politiques publiques nationales qui ont été bien sûr mises en place, politiques éducatives et aussi sociales. Enfin, bon, bien sûr, on s'est tourné ces dernières années vers aussi la connectivité mondiale, l'accès à Internet dans toutes les régions du globe, là aussi pour réduire un certain nombre de fractures. Et dans le parallèle de tout ça, ce qui existe depuis des années, et je viens de ce monde-là pour ceux qui le connaissent, il y a eu des aides publiques qui étaient orientées vers les entreprises, mais avec dans certains cas des appels à projets, des axes très forts de développement liés à l'accessibilité pour le numérique et notamment au développement de technologies d'accès, de simplification de l'accès à ces technologies. Alors, l'IA, en fait, on a l'impression que c'est nouveau, on parle de révolution, on parle de rupture. En fait, l'IA, vous voyez sur cette slide, ça date de 1943 où on parle du premier neuron. On a en 1954 le premier réseau de neurones numériques. On a un test qui est important, le test de Turing en 1950. Ce test, il vise à mesurer si la machine est plus performante que l'homme. Donc vous voyez que depuis 74 ans, on se pose la question de est-ce que l'IA va nous manger ou est-ce que c'est tout simplement un outil. Bon, aujourd'hui, le test de Turing, alors aujourd'hui peut-être demain, mais ce sera plutôt demain, parce que c'est pas aujourd'hui, on se posera peut-être la question de faire passer le test de Turing à la personne, à l'individu, pour savoir s'il est aussi performant que la machine, mais on n'en est pas là. Inverser la situation. Inverser le test, voilà. Je vous ai passé, j'ai coupé la frise de l'évolution de l'IA, mais je vais arriver du coup à la version en fait, de ChatGPT, qui est une révolution pour l'accessibilité en fait à l'IA, pas tant sur le fond des principes de fonctionnement de ces IA. Et tout ça a été surtout a été permis en fait par deux choses. Ça a été dit tout à l'heure, la donnée, qui a été peut-être un peu mieux qualifié, l'accès à la donnée par les réseaux, le volume de données et bien sûr la puissance de calcul. Voilà les faits qui ont accéléré ce mouvement. Aujourd'hui, enfin je dis aujourd'hui, c'est des chiffres à août 2023, donc on est bien en de ça, vous voyez la courbe exponentielle. On était à 500 000 modèles d'intelligence artificielle sur une société qui est franco-américaine, qui est le GainFace. Voilà, vous voyez les chiffres de valorisation juste pour vous donner une idée du business qui peut se faire avec. Et bien sûr, on a vu du coup des nouveaux métiers apparaître, donc de la formation, des opportunités, mais aussi une complexification en fait technologique, ce qui ne va pas forcément dans le bon sens pour éviter la fracture numérique. Alors, que peut l'IA en fait par rapport à tous ces problèmes d'accessibilité au numérique et réduction de la fracture? Tout d'abord, l'IA permet une accessibilité accrue à la donnée, à l'information, et pour tout type de personnes. On peut créer du contenu assez facilement par différentes IA existantes qui permettent à tout le monde, à tous les profils variés, d'accéder à de la compétence. L'IA permet, alors, je vous voyez sur permet en fait, de générer des tâches complexes au plus grand nombre de personnes et puis surtout voilà, en utilisant quand même des technologies assez performantes, avancées, et finalement avec une facilité d'accès, parce qu'en posant une simple question sur l'interface, on peut obtenir une information, l'accès à la connaissance est assez important. Il permet surtout d'adapter les services et les contenus. Et ça, des fois, c'est un peu milieu. Vous avez vu, je vous ai mis une petite image que je montrais, que la montre qui parle à votre balance avec le frigo et ainsi de suite. Ça peut être gênant. Mais en tous les cas, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on peut personnaliser ces IA par rapport à votre profil, à vos attentes, ce qui fait que vous avez du coup un service qui est vraiment adapté. Je vais accélérer parce que je vois que le temps passe. On peut traduire du contenu, on peut créer des assistants virtuels pour des utilisateurs novices, et on peut avoir de la formation, je ne vais pas revenir sur la formation, on en a déjà largement parlé, mais du coup d'avoir du contenu adapté et personnalisé. On peut bien sûr faire de l'analyse macro avec cette IA pour l'inclusion sociale. On peut détecter des besoins qui sont non satisfaits, ce qu'on appelle les signaux faibles. Et il y a deux points sur lesquels je vais m'attarder quelques instants. C'est la génération de contenu créatif.
Et l'innovation continue, c'est-à-dire au travers notamment de l'écriture de code numérique, qui peut se faire en automatique avec des intelligences artificielles comme ChatGPT ou d'autres intelligences qui sont plus adaptées. Ça va de pair du coup à donner la possibilité à quiconque de créer un logiciel. Ça va aussi peut-être avec des aspects un peu plus négatifs comme la perte de compétences pour certains profils un peu plus évolués. Mais dans tous les cas, voilà, on peut créer, je vous donnerai un exemple à la fin de ma présentation, du contenu très créatif. Rapidement sur le no-code, low-code, qui était une tendance, qui est toujours une tendance. Là aussi, c'est des outils, on ne parle pas d'IA, on sort un peu du domaine de l'IA, mais c'est des plateformes qui vous permettent de coder rapidement des fonctionnalités, enfin de mettre en place des fonctionnalités avec une facilité graphique la plupart du temps et la possibilité du coup de se passer d'un développeur de compétences produits. J'avance. Alors quelques exemples en Occitanie, alors c'est pas exhaustif, hein, il y en a plein. Mais le premier qui est sur l'accessibilité des sites internet, qui est une société du Tarn qui s'appelle Nomalios, voilà, bon, qui travaille avec EDF et SNCF si vous utilisez ces services. Un autre qui est plus intéressant, c'est, alors il y a une erreur, c'est Synapse, pardon, il faut inverser le A et le P, qui développe du chatbot. Alors le chatbot, c'est quoi? C'est une interface avec derrière soit un arbre décisionnel, soit une intelligence artificielle. Le chatbot est plutôt l'aspect interface que finalement le cœur, le moteur du service. Et couplé à l'outil que développe cette société que vous connaissez peut-être parce que c'est le meilleur correcteur orthographique et grammatical qui existe en France et qui est cordial, les deux en fait permettent par exemple à du personnel qui vient faire de l'entretien chez vous, des nourrices, de pouvoir rédiger un rapport sur l'intervention ou le comportement de votre enfant en langage soutenu, bien argumenté et structuré, alors que le profil de ces personnes-là ne sont pas forcément des personnes qui ont fait hippocampe ou des grosses études linguistiques, et ça permet de corriger toutes les fautes d'orthographe et surtout d'établir des rapports bien clairs. Touche-to-see, c'est la petite tablette là, que vous avez, c'est pour les malvoyants, il y a un peu d'IA, c'est tactile, il y a des choses qui bougent, c'est pour les stades, et ça permet aux malvoyants de suivre un match dans le stade en profitant de l'ambiance. Bon voilà, vous avez deux autres solutions régionales du Languedoc, une sur le no-code que j'ai évoqué juste avant, c'est Usoft, et Visitech qui est une solution de connexion par satellite, là aussi qui vise à réduire la fracture sur les zones blanches. Alors, les actions régionales, on a cité les acteurs, hein, on a cité la mêlée, on a cité Digital 113, on a cité, voilà, donc, ils ne sont pas sur cette slide, mais ils font partie des surintégrants de l'écosystème régional. J'ai mis l'accent sur ces structures-là. Pourquoi? La première amitié, elle a été évoquée, c'est l'Institut interdisciplinaire ANIA. Il y en a 4 en France, on a la chance d'en avoir un dans la région. Et ils travaillent l'IA embarquable, certifiable, démontrable et surtout frugale. Alors beaucoup de mots, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'une IA, la façon dont on l'entraîne, peut engendrer un certain nombre de comportements qu'on n'attend pas, ou des comportements dirigés aussi. L'embarquer certifié, ça veut dire qu'on comprend comment cette IA fonctionne. C'est pas toujours le cas, c'est pour ça que j'ai parlé de complexité tout à l'heure, et pas de compliqué, hein. C'est complexe, c'est pas compliqué. Et du coup, frugal, parce que ça consomme énormément d'énergie. Donc là aussi, c'est au détriment peut-être de la planète ou d'autres actions qu'on aimerait mener. Occitania, c'est un projet européen qui vise en fait la transformation digitale. Alors, on a entendu transformation numérique, transformation digitale, c'est quelque chose de peu plus complet et un peu plus 360 sur l'entreprise. Et c'est une des briques en fait d'une transformation plus globale des entreprises qui s'opère à ce moment. Voilà, donc c'est de l'IA, c'est aider les entreprises à intégrer de l'IA dans les produits, procédés, services. Voilà, avec des notions de cybersécurité parce qu'il faut toujours se protéger, mais sans oublier par exemple ce que propose Kitia, qui est en fait un travail sur l'éthique de la donnée, justement pour entraîner ces IA et être sûr qu'il n'y ait pas de biais volontaires ou non volontaires sur les IA dans leur entraînement. Je vous ai cité deux autres structures, alors c'est même pas des structures, parce que le Nexu c'est en fait un think tank, je vous invite, alors je pense que vous êtes
vous avez le bon profil pour vous intéresser à ce qui s'y passe, dans le sens où il y a beaucoup de contenu, de la richesse. Il y a des sociologues, des philosophes qui font des séries de vidéos. Donc il y a beaucoup de contenu, je vous invite à aller voir. Et j'ai cité juste Pauline, voilà, collectif pour l'inclusion numérique, parce que c'est régional. Mais encore une fois, ça a été dit, la mêlée avec Rimlock, il y a bien d'autres acteurs, les pôles de compétitivité, les clusters, qui interviennent aussi sur le domaine du numérique. Enfin, et pour terminer, j'ai dû dépasser un peu le temps, je me suis amusé à vous créer deux images, parce que moi je ne suis pas du tout graphiste. J'aime bien la programmation informatique, mais on va dire que j'aime bien ce qui est design et ainsi de suite, mais je ne sais pas, j'arrive pas à le faire. Je vous ai montré avec alors, les prompts, c'est ce qu'on tape en fait dans l'outil qui s'appelle Ideogram. Bon, c'est en anglais parce que j'ai choisi un outil en anglais, mais j'aurais pu en trouver un en français. En moins de 30 secondes, j'ai généré ces deux images en fait en expliquant un peu ce que je voulais, logo circulaire, des couleurs flashy, voilà. Et tout ça donne en fait avec un rendu 3D, ça donne ces deux images en moins de 30 secondes. Voilà. Voilà, je pense que j'ai terminé mon intervention. S'il y a des questions, je suis à votre disposition, bien entendu. Merci beaucoup. Merci.